deuxième panel est un panel extrêmement important qui a même failli être traité, dont le thème a failli être traité par le panel précédent, tellement c'est le point transversal du développement de nos économies. Et il s'agit bien entendu de l'éducation, du système éducatif ivoirien qui semble fragilisé. Et j'ai avec moi des intervenants avec lesquels, sur la base de leur expérience, nous allons essayer d'identifier des éléments, des actions pour réinventer ce système éducatif. Alors, je vais vous demander très rapidement, vraiment en 1 minute. J'ai reçu vos biographies très intéressantes, très étoffées et très marquantes. Et je vais vous demander, en commençant par M. Ndja, de ressortir les points saillants et de vous présenter à l'auditoire. Je suis, moi, convaincue que nous allons ressortir de ce panel avec des éléments concrets. Mais je souhaiterais les convaincre aussi sur la base de votre expérience. Et je souhaiterais donc que vous puissiez commencer à vous présenter. Est-ce que vous avez un micro? Parfait, donc allez-y. Alors, je suis Ndja Collé Jean-Baptiste, proviseur du lycée classique d'Abidjan. Moi-même, j'ai été élève au lycée classique d'Abidjan et j'ai eu mon bac au lycée classique d'Abidjan en 1980. Et donc, je suis revenu être le proviseur du lycée classique. Merci. D'accord. Oui, je suis Diabaté Mori, professeur Diabaté Mori. Je suis le président du groupe Université Nord-Sud Institut Pharmacépi. Et je suis le président du patronat de l'enseignement supérieur privé, c'est-à-dire des établissements d'enseignement supérieur privé. Contrairement à monsieur le proviseur, moi je suis du lycée technique. Voilà, j'ai été formé au lycée technique, j'ai fait un bac G2 et puis bon, un parcours à l'Université nationale de Côte d'Ivoire et puis voilà. Merci. Allez-y, monsieur Diop. Merci. Donc, moi c'est Omar Diop et je suis actuellement le représentant de l'UNESCO ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études à Dakar, puis à l'étranger, et depuis 17 ans, je suis à l'UNESCO. Voilà. Ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez une expérience très variée dans le monde. Donc, culturellement, en ce qui concerne la formation, il y a quand même des sujets dont vous allez pouvoir traiter sur l'adaptation culturelle, je dirais, de la formation en fonction des pays. Mais je vais commencer par indiquer que, comme nous l'avons vu depuis ce matin, 75% de la population en Côte d'Ivoire a moins de 35 ans. Cette année, c'est l'année de la jeunesse, 2023 pour la Côte d'Ivoire. Et évidemment, le sujet important pour la jeunesse, c'est la formation, mais c'est surtout l'insertion professionnelle. Et pour ces jeunes-là, de pouvoir avoir une vie décente et donc trouver des emplois, être formés pour trouver des emplois qui permettent une ascension sociale. Le taux d'alphabétisation, quant à lui, est à moins de 50%, 48,5% pour les jeunes de moins de 15 ans. Et nous avons eu, avec l'arrivée de la ministre Marietou Koné, nous avons tout de suite vu la baisse des résultats de passage aux examens. Et certains d'entre nous, en Côte d'Ivoire, ont commencé à parler des examens Marietou Koné, où on a vu qu'au niveau du BEPC, au niveau du bac, la vis a été un peu resserrée. Il y a tout le suivi au niveau de la fraude et de la triche qui ont amené des innovations au niveau des centres d'examen avec des contrôles et des caméras. Et j'aimerais savoir, au niveau du lycée classique, quel a été l'impact au niveau de la formation, de l'accompagnement des enseignants, de ces changements-là. Qu'est-ce que vous avez observé au niveau des élèves? Parce que c'est vrai que la sanction, c'est au moment de l'examen, mais pendant toute l'année, qu'est-ce que vous avez constaté depuis ces changements que nous avons vus, nous, en tout cas, constater dans les résultats? Est-ce que vos enseignants ont changé un peu la façon d'aborder les contrôles continus? Est-ce que
Les élèves eux-mêmes ont changé d'attitude pour commencer à prendre un peu plus conscience du fait qu'ils doivent s'approprier leur formation. Donc j'aimerais avoir votre expérience en tant que proviseur sur ces résultats-là qui ont été à la baisse et comment de façon pratique vous avez constaté un changement. Merci. Je suis un peu stressé de voir tout ce monde en costume devant moi. Si c'était mes élèves, je serais plus à l'aise. Mais enfin, je les considère comme des parents d'élèves, donc il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais dire qu'au lycée classique, nous avons la chance d'être un établissement d'excellence. Une établissement d'excellence où, a priori, les meilleurs élèves sont affectés au lycée classique. Et depuis un certain temps, les plus jeunes. Je voudrais dire qu'aucun système éducatif n'est figé dans le temps. Ça, c'est clair. Nous sommes dans un monde dynamique qui évolue et la société évolue. L'école doit s'adapter à l'évolution de la société. Donc, chaque fois que la société évolue, l'école doit réadapter, faire sa mieux pour s'adapter à l'évolution de la société. Donc, nous avons, depuis l'année dernière, vous savez qu'il y avait les états généraux de l'éducation nationale. Nous avons les conclusions maintenant et lorsque nous aurons ces conclusions, nous allons tirer les leçons et nous allons ajuster nos programmes pour les adapter. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas désespérer. Nos enfants potentiellement sont intelligents. Mais il faut adapter la pédagogie au moment, au contexte actuel. Peut-être que c'est là qu'il y a une petite différence. La célérité avec laquelle il faut réajuster. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un système pédagogique, qui est la pédagogie par compétence, et nous avons changé au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes à l'APC. Et donc, nous changeons de pédagogie en fonction de l'évolution de la société. Mais nous avons des professeurs compétents. Nous avons des enseignants compétents, mais ce que nous faisons, c'est la sensibilisation. Nous sensibilisons les enfants pour que ces enfants puissent savoir qu'il faut travailler honnêtement et correctement pour réussir. Voilà. Je vais vous donner une petite expérience. Chez nous, quand on interroge les enfants, la plupart des enfants pensent qu'ils viennent, parce qu'ils arrivent à l'école très jeunes maintenant, ils rentrent au lycée classique à 13, 14, 15 ans. Voilà. Et donc, ils pensent qu'ils viennent à l'école pour faire plaisir à papa et à maman. Ça, la plupart d'entre eux pensent comme ça. Nous avons eu, depuis 2021-22, nous avons eu entre 77 et 83% de réussite au bac C. Mais figurez-vous, l'année dernière, nous avons pris ces enfants et nous sommes partis en entreprise avec ces enfants. Ils ont visité les entreprises, on leur a dit, mais si vous avez le bac C, si vous avez le bac D, voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous allez faire. Et ils étaient tout émerveillés. Et quand ils sont revenus, ils ont changé d'attitude. Ils ont changé de comportement. Et à la fin de l'année scolaire dernière, nous avons fait 100% au bac C. Parce que nous avons visité des entreprises. Nous avons montré aux enfants ce qu'ils doivent devenir plus tard. Parce que la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont très jeunes. Il faut les accompagner. Et nous faisons tout pour accompagner ces enfants, pour les sensibiliser, pour trouver des stratégies pour qu'eux-mêmes travaillent. On ne peut pas dire à un enfant, allez, va au travail, travaille, fais ton exercice tout le temps. Mais il faut que l'enfant lui-même se rende compte, soit motivé et entre dans le jeu du système éducatif. Merci, M. Nda. Effectivement, ça, c'est une action concrète pour sensibiliser les élèves. Sauf que la triche, en fait, émane des élèves, mais malheureusement, nous avons constaté, et je pense que vous aussi, qu'elle émane aussi des enseignants, malheureusement, qui accompagnent. Quelles sont les actions concrètes sur ce volet-là? Je voudrais dire que je souris parce que pour tricher, il faut être intelligent. Ça, c'est clair. Pour bien tricher, il faut être intelligent. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des professeurs
qui, vous avez dit tout à l'heure que les professeurs accompagnent. Bon, moi je dis que dans tout métier, il y a des brebis galeuses. Hein, ce n'est pas tous les professeurs qui accompagnent les enfants de la triche. Au lycée classique, nous avons une plateforme. Et puis nous avons mis des stratégies en place pour accompagner les enfants en difficulté d'apprentissage. Pour qu'ils ne trichent pas. Voilà. Les enfants en difficulté d'apprentissage. Nous avons des cours de renforcement. Nous avons des plateformes où les enfants font les exercices. Nous avons les plateformes où les parents d'élèves entrent en contact avec les enseignants pour avoir cette interaction entre parents et enseignants. Donc nous évitons les problèmes de tricherie. Et nous sensibilisons. Depuis la rentrée, nous sensibilisons les enfants sur la tricherie. Voilà pourquoi nos résultats sont, j'allais dire, relativement bons. Mais si nos résultats sont relativement bons, pourquoi les autres écoles ne pourraient pas faire autant? Je pense. D'accord, je vous remercie. En fait, j'insiste sur le sujet parce que nous avons des niveaux de compétences quand les élèves rentrent à l'université qui ne reflètent pas les résultats aux examens. Et ça, c'est dommage parce que quand ils rentrent après dans les universités publiques ou privées, c'est difficile de les amener à un autre niveau et cela se perpétue jusqu'à l'emploi et à l'embauche. Donc, je vais passer la parole au professeur Diabaté pour justement me faire le constat des élèves et de la qualité des compétences qu'il reçoit, lui, à l'université, et quelles sont les actions qu'il met en œuvre pour justement améliorer, ou en tout cas accompagner ces étudiants-là pour qu'ils soient employables, on va dire, qu'ils puissent être à l'embauche et être compétents. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que statistiquement, le taux d'insertion est très bas. Donc les jeunes diplômés aussi aujourd'hui, oui, ont des diplômes, mais ont un taux d'insertion qui est à, je crois, 29%, avec une cible qui est à 60%. On en est très loin. Donc aujourd'hui, oui, on donne des diplômes, ils sortent des universités privées, publiques, mais finalement, au moment où les entreprises veulent les embaucher, elles n'ont pas les compétences recherchées. Donc à votre niveau, avec votre expérience, hein, pas uniquement avec l'université Nord-Sud, mais vous êtes président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur, donc que pouvez-vous nous dire en termes de constat, très rapidement, mais surtout sur les actions qui sont mises en œuvre, parce que embaucher localement est très difficile aujourd'hui. Merci. Bon, moi, je ne suis pas aussi pessimiste. Bon, je dirais qu'il a planté le décor. Aujourd'hui, les enfants, ils arrivent très jeunes. 13 ans, ils finissent, il y en a 16 ans, 17 ans, on les reçoit souvent à 16 ans, 15 ans même dans nos établissements. Il y a, en fait, le bac, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Bon, comment font-ils pour arriver au bac? Ça veut dire que, quelque part, ils ont fait un choix d'orientation. Et c'est là que se pose le problème au niveau du choix d'orientation des bacheliers, c'est-à-dire le choix des séries, etc. À ce niveau-là, après le bac, bon, on a beaucoup de séries littéraires. Voilà, ça c'est le premier problème que nous avons. Les bacs A sont en grand nombre, ensuite les bacs D et ensuite les bacs C. À partir de là, maintenant, il y a un processus d'orientation. Nous avons deux éléments qui regroupent ça. Il y a ceux qui vont faire le BTS et ceux qui vont faire le cycle universitaire. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire en sorte que nous recevions du bon produit. Le travail est en cours, c'est-à-dire qu'au niveau de la triche, etc. Mais il ne faut pas désespérer parce que ceux que nous recevons ne sont pas forcément des cancres. Ce sont des gens que nous pouvons faire travailler et que nous essayons de faire travailler pour qu'ils puissent avoir des diplômes. Mais le problème aussi, il y a l'adéquation emploi, formation. En réalité, nous préparons pour qu'ils aillent à l'emploi. Est-ce que les entreprises, il y a assez d'emplois pour ceux que nous préparons? C'est la question fondamentale. On nous dit aussi qu'il y a des secteurs où il n'y a pas... les gens formés ne sont pas adaptés à cela. Mais je dis, personne n'est prêt à aller directement à l'emploi. Vous avez un diplôme, ensuite vous rentrez dans une entreprise pour pouvoir... je prends des gens qui font des formations... qui font l'électronique, etc. Il faut qu'on les adapte, qu'on les fasse rentrer. Et l'alternance serait une solution pour cela. Voilà, c'est des choses qu'il faut. Il faut une certaine planification, etc. Et il y a un phénomène aujourd'hui qui est important, on va en parler sûrement, c'est la massification.
Nous avons un nombre élevé d'enfants qui arrivent à nos portes. L'année dernière, on était à 330 000 candidats au bac. Cette année, on sera à 450 000. L'année prochaine, on sera à un demi-milliard de candidats au bac. Vous comprenez que quand il y a cette masse-là qui arrive, il faut pouvoir contrôler. Et nous, dans le privé, nous jouons notre rôle. Aujourd'hui, il y a 290 000 étudiants dans l'enseignement supérieur, 45% dans le privé et 55% dans le public. Voilà un peu le décor planté, mais il n'y a pas à désespérer. Nous allons travailler pour pouvoir y arriver. Nous sommes dans une zone de turbulence. Nous allons en parler tout à l'heure. Ça fait partie de l'évolution du monde. Il a dit, monsieur le proviseur, le monde évolue. Et quand moi j'ai vu le thème qu'il faut réinventer, réinventer le système éducatif, moi j'ai dit plutôt qu'il faut corriger et adapter pour améliorer. Voilà. Réinventer, oui, parce que il y a quand même une adaptation culturelle, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, parce que pour moi, nous avons une adaptation à faire avec le développement que nous voulons de notre économie. Ça ne peut pas être calqué à l'international, on l'a vu, hein, et quand il y a eu la coupure sur les dernières crises, nous nous sommes bien rendus compte que nous avons besoin d'une certaine autonomie et de pouvoir fonctionner en vase clos par moment. Donc il est nécessaire de mettre en place des structures une économie qui puisse fonctionner, en tout cas momentanément, et survivre en vase clos. Et les dernières crises nous l'ont démontré. La formation et le développement économique ne peut se faire sans développement social. Donc oui, il n'y a peut-être pas assez d'entreprises pour embaucher des diplômés, mais il ne faut pas voir les choses seulement en termes d'embauche et d'aller chercher du travail ailleurs. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Il s'agit de former des gens à être contributifs au niveau social, économique, mais pour leur bien-être social également. Donc, juste savoir lire, la ministre n'est pas là malheureusement, l'alphabétisation c'est important, mais enfin, juste pour dire que il n'y a pas suffisamment d'entreprises, on doit pouvoir former des gens pour être des employés, mais également pour être des entrepreneurs, avoir une certaine autonomie, flexibilité d'esprit, donc être entreprenant, être résilient. Et aujourd'hui, le fait d'emmener des lycéens dans des entreprises très tôt, c'est très bien. Il faut également que ce soit la même chose au niveau des stages dans les universités privées. Et au niveau culturel, je vais passer la parole à un représentant de l'UNESCO pour justement, avec cette expérience-là que vous avez eue, que vous puissiez nous partager le travail de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation de manière générale, mais on viendra aussi à parler de ce que vous faites précisément en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, Madame Fadika. Si vous permettez, j'aimerais aussi peut-être réagir sur la question qui a été posée sur la baisse du nombre de diplômés et les actions qui ont été prises contre la fraude et tout ce qui était tricherie. Je ne suis pas convaincu que l'intelligence qui est orientée vers la triche ou la fraude démontre une capacité peut-être à faire des choses dans la vie de tous les jours. Il y a des faits et des éléments probants. En 2019, il y a le PASEC. Donc, le PASEC, c'était une évaluation des acquis des apprentissages dans les pays de la Confémène, donc les pays de la zone francophonie, qui font partie de la conférence des ministères d'éducation nationale ayant le français comme langue. Et le PASEC, en 2019, montre que les résultats d'apprentissage en Côte d'Ivoire sont en deçà des standards. C'est-à-dire, pour avoir les compétences en lecture et écriture, pour avoir les compétences de base aussi en mathématiques. Un enfant qui est en CM2 peut-être ne va pas être capable de résoudre certains problèmes ou d'avoir une littératie qui est le minimum qui est recherché par l'éducation. Donc, par rapport à ça, je pense que Madame la ministre a été très brave pour prendre des réformes pour remédier à certaines situations. Et dans ces réformes-là, il y avait cette politique
pour un peu rehausser la qualité de l'éducation. Et pour rehausser la qualité de l'éducation, il fallait s'attaquer à ce fléau qui était la tricherie et bien d'autres. On pourra les énumérer. Donc, je voulais juste revenir sur ça et dire que je vois l'éducation comme un continuum, c'est-à-dire ça commence depuis le préscolaire jusqu'à l'université. Au niveau de l'UNESCO, nous parlons de l'apprentissage tout au long de la vie. Parce que quand on sort de l'université aussi, on continue à se former. Donc on parle d'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que l'enseignement supérieur tire tous les autres ordres d'enseignement qui sont inférieurs. Donc le secondaire, le primaire, donc la recherche doit venir au secours en fait, des ordres d'enseignement inférieurs. Et maintenant, pour venir à l'UNESCO, donc vous l'avez compris, notre travail, c'est de prendre le secteur de l'éducation d'une manière holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le citoyen, depuis sa naissance, on essaie de voir comment il est éduqué jusqu'à ce qu'il s'insère dans la vie professionnelle, donc en passant par l'éducation nationale. Ce qu'on appelle l'éducation nationale, dans certains pays, c'est limité au niveau du bac, dans d'autres, ça va jusqu'au supérieur. Donc on regarde tout le continuum de l'éducation formelle, du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, mais ça c'est ce qu'on appelle l'éducation formelle communément, mais il y a aussi l'éducation non formelle et informelle. Non formelle parce qu'il y a des adultes qui vont à l'école, par exemple, pour avoir les compétences d'alphabétisation, pour s'alphabétiser, mais aussi pour avoir des passerelles, pour pouvoir avoir droit à une validation des acquis de l'expérience ou rejoindre d'autres formations. Donc l'UNESCO a ce mandat qui ramasse tout cela en termes d'éducation et les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'objectif numéro 4 parle de la qualité de l'éducation tout au long de la vie. L'UNESCO est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de cet objectif de développement durable et fait un rapport mondial tous les ans sur l'état de l'éducation au niveau mondial, mais aussi au niveau des pays. Donc c'est une étude comparative. Juste revenir sur le fait que l'UNESCO a été créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale et c'est pour agir dans la coopération internationale dans l'éducation, les sciences et la culture pour nous permettre d'éviter une troisième guerre mondiale. Donc construire, comme la guerre prend naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut construire les défenses de la paix. Donc c'est l'acte constitutif de l'UNESCO. Donc pour le moment, voilà ce que je peux dire, peut-être. Vous repassez la parole et je pourrai entrer dans le vif du sujet au fil du temps. Merci. Ce que vous avez dit à la fin est extrêmement important, que l'éducation, oui, justement, est pour maintenir la paix. Extrêmement importante. Et Monsieur Diabaté, vous avez parlé rapidement d'alternance. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez m'en dire un peu plus. Peut-être que vous avez des projets ou des actions dans ce sens-là pour pouvoir formaliser, ou en tout cas qu'administrativement les entreprises puissent embaucher des étudiants en alternance et que ce soit pris en compte, je vais dire fiscalement, ou en tout cas que administrativement ce soit intégré. Vous l'avez déjà dit, il faut qu'il y ait une prise en compte au niveau fiscal. Voyez-vous, il faudrait qu'on arrive à ce système d'alternance et qu'il y ait des facilités en matière fiscale, des allègements en matière fiscale, pour que les entreprises puissent prendre des étudiants, une partie de leur parcours est fait en entreprise, une autre parcours théorique directement dans les écoles où ils interviennent. Ça a été introduit en France. Le début, ça a été un peu difficile, mais aujourd'hui, l'alternance est en train de se développer. Je crois que, bon, ici, quand j'ai lu le sujet du panel, c'était l'une des solutions que nous proposons au niveau de notre organisation, qu'il y ait cette alternance-là pour pouvoir faciliter l'insertion. Je l'ai dit tout à l'heure, personne ne peut sortir de l'école et être directement opérationnel. Il faut qu'il y ait une certaine pratique. Il faut qu'il y ait une certaine culture. Nous travaillons beaucoup avec l'UNESCO. Samedi 13, d'ailleurs, on a une cérémonie à ce sujet-là, parce que la culture fait partie du développement de nos enfants, de nos apprenants. Or là, on a constaté qu'il y a très peu de culture.
c'est la formation, la formation, la formation. Aujourd'hui, nous nous sommes approchés de l'UNESCO pour développer ce volet. Donc, la question de l'alternance est bien posée, il faut pouvoir le faire. Mais au-delà de tout, nous avons cette masse importante d'étudiants qui est là, qui sort chaque année, à la fois ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui sont à l'étranger également, qui viennent. Que faut-il faire? Il y a un an, le Premier ministre nous a conviés parce que j'ai une double casquette. Je suis le président de l'interprofession du riz, organisme qui dirige la corporation du riz sur les 3 chaînes de valeur, production, transformation et distribution. Il nous a dit ceci: il y a 11 millions de demandeurs d'emploi à l'horizon 2030. L'État ne peut prendre que 150 000. Donc pour moi, 11 millions moins 150 000, ça reste 11 millions. Seul le secteur de l'agriculture pourra absorber le maximum. Donc là, il y avait toutes les organisations interprofessionnelles qui étaient présentes. Café, cacao, enfin, tout le monde était là. Donc ça veut dire que nous avons le devoir de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour qu'on arrive à cela. Et le travail a commencé, nous travaillons avec l'AGIFOP, etc. Nous faisons des répertoires des métiers dans du riz, les répertoires des métiers dans le café, le cacao, etc. Tout ça nous permettra de voir un peu comment pouvoir insérer tous ceux que nous formons qui peuvent être réaffectés dans d'autres secteurs. Et ça pourra aider énormément à l'insertion de nos jeunes. L'autre volet, on parle toujours d'entrepreneuriat. Je suis enseignant d'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur dans l'âme. Je veux dire, il faudrait que ces enfants soient adaptés, aient d'abord la culture de l'entrepreneuriat, qu'ils sachent ce qu'ils veulent, qu'ils ne soient pas dans le MeToo, parce que celui-ci a fait ça, je veux faire ça. Il faudrait qu'il y ait une préparation psychologique à la base. Il y a eu déjà des milliards qui sont sortis pour pouvoir dire qu'on fait l'insertion des jeunes, mais quel est le résultat? Est-ce qu'on a 2%, au moins, minimum de 2% de réussite? Je ne crois pas. D'abord parce que, ceux qu'on prend, ils ne sont pas formés à la base. Deuxièmement, il faudrait inculquer une notion fondamentale à nos enfants, c'est la notion d'affectio societatis. C'est-à-dire de se mettre en groupe, avoir des idées fortes et créer plus une entreprise, une société, que d'aller à l'individuel avec des idées qui ne seront pas développées. Et autre chose, il faudrait qu'ils soient accompagnés pendant 1 an ou 2 ans pour que le projet mûrisse par une structure d'encadrement qui sera créée. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut pouvoir voir, parce que je vous dis, il y a un phénomène qui est là, c'est le phénomène de la massification, forte croissance de la population. Moi, quand je suis rentré à l'université en 1977, j'avais mon numéro de bac qui était le 10 851. Chaque année, on reçoit 100 000 bacheliers maintenant. 100 000. Bon, vous comprenez que ça monte, ça monte. Il faut pouvoir faire une planification et voir comment nous pouvons insérer. Ça va de la base pour pouvoir remonter. Voilà un peu. Est-ce que vous avez des échanges, un cercle de concertation avec le gouvernement, avec le ministère concerné sur ces sujets-là, d'alternance? Est-ce qu'il y a quelque chose de formel en place aujourd'hui? Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons lancé dernièrement un projet sur l'alternance avec un partenaire français qui sera là, parce qu'il faut pouvoir toujours se rapprocher de ceux qui ont déjà pratiqué. Et il y aura globalement 5 ministères qui vont travailler sur le sujet, parce que ce sont des ministères qui sont concernés. Tout à l'heure, on a parlé du ministère de l'Enseignement professionnel, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a le ministère du Tourisme, il y a différents autres ministères qui sont dans le domaine de l'agriculture notamment, et tous ceux-là seront concernés par ce processus que nous sommes en train de mettre en place. Et nous-mêmes, nous sommes membres, on est représentés au CPC. Nous travaillons beaucoup avec le CPC sur la question. D'accord. Vous êtes issu du lycée technique. Oui. Là, nous avons beaucoup parlé de formation générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement tout ce qui est de la formation professionnelle? Je voulais diriger la question à Monsieur Nda, mais je me suis dit, après vous pourrez rebondir, parce qu'au niveau de la troisième, ou en tout cas avant le bac,
tous les élèves ne sont pas forcément adaptés pour la formation généraliste. Certains ont besoin d'une formation technique ou d'une formation professionnelle. Le modèle que j'ai, qui se passe très bien en France, c'est qu'il y a au niveau de la 3e, de la 4e, des orientations qui sont faites avec un suivi régulier. Aujourd'hui, donc la question est pour vous deux. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'il y a encore une fois quelque chose de concret pour qu'il y ait une détection systématique ou formalisée qui permette d'avoir moins de drop-out, de personnes qui sont laissées pour compte alors qu'elles ont des compétences, qu'elles sont intelligentes, pas pour tricher, mais qu'elles sont intelligentes, et que même des personnes qui vont en filière généraliste, donc en A, en tout cas pour ce qui se fait aux États-Unis, sont capables de revenir. Moi, j'ai mon associé aujourd'hui qui a eu un bac A, mais qui est un grand financier aujourd'hui. Donc, moi, j'étais en D, rien ne me... Je pensais faire de la médecine, mais après, je ne me voyais pas être... c'était pas un métier qui m'attirait dans la façon d'être, donc je suis financière aujourd'hui. Mais très honnêtement, le métier que je fais aujourd'hui est très loin de celui que je voulais faire au moment où j'ai eu le bac. Donc, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans le système ivoirien pour adapter finalement des élèves qui sont brillants, mais qui ne sont peut-être pas dans la bonne filière? Vous pouvez commencer. Bon, je peux commencer. Il y a 4 ans, 5 ans, nous avions des difficultés d'orientation parce que notre organisation participe beaucoup à l'orientation des étudiants après le bac. Et on s'est retrouvé en face de beaucoup d'étudiants qui avaient le bac A. Et c'était le ministre Niamien qui était là. Et on lui a dit, bah, écoutez, nous allons prendre ceux qui ont fait le bac A, ils vont faire le BTS en agriculture tropicale avec 2 options. Option production végétale et option production animale. Ben, on a eu de grands succès. On a réadapté ceux-là qui avaient le bac A. Qu'est-ce qu'on a fait? On a revu légèrement le programme. On leur a fait quelques cours de mathématiques en plus. Et puis bon, ça donnait de très bons produits. Ceux-là, ils sont sur le marché aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut se réadapter, on peut réorienter. Seulement, ceux que nous avons pris, ils doivent être prêts aussi. Parce que pour eux, bon, ils s'en vont faire ils s'en vont faire des filières tertiaires, comme nous on le dit, gestion commerciale, etc. Mais on leur a dit, on vous oriente pour faire l'agriculture. Ils ont accepté et puis on y est allé. Je pense que c'est la même chose que nous allons proposer cette année. Il y a la possibilité de réorienter des gens. Moi, je connais des gens. Il y a une ministre ici de la République de Côte d'Ivoire qui a été ministre de la Santé, qui a fait un bac A. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a cette possibilité-là de réadapter les gens. Moi, je suis un fruit de l'enseignement technique. J'ai fait le bac G2. Quand nous faisions le bac G2, il y avait 2 filières. Il y avait la filière économique, G2 et B. Et ensuite, il y avait les filières industrielles, bac E, bac F, etc. J'avoue, il y avait une telle organisation que, bon, la plupart, on sortait des bons produits. Mais ce n'est pas perdu. Parce qu'aujourd'hui, je peux ajouter autre chose, je fais du secondaire technique. J'ai des établissements de secondaire technique. Donc, je connais bien le milieu. Nous avons, par exemple, mis en place, il y a une filière qu'on appelle assistanat de direction, assistanat de santé. C'est des gens qui pratiquement sont sortis du circuit. Ce que le ministre appelle la deuxième chance. C'est, je dirais, des mamans, des gens qui ont 42 ans, etc. Mais on les a récupérés pour faire le CAP sanitaire social, pour qu'ils aient un diplôme, pour qu'elles aient un diplôme, parce que la plupart, c'était des femmes. Bon, on a eu un succès fou. Ça, on le fait à Dimokro. C'est dire que il s'est ouvert, il y a beaucoup de formations qui peuvent permettre de réadapter les gens et de les réinsérer dans le système. Et l'enseignement professionnel, dans l'esprit de beaucoup de gens, allait, parce que nous, quand on était au lycée techno, on nous appelait les forgerons, les gens du lycée classique. Bon, voilà. Mais, voilà, eux c'est Caïman, nous c'est forgerons. Il y a ce cliché-là qui existe. Les gens se disent non, ben, je ne vais pas faire ce métier parce que... Mais si je vous dis aujourd'hui qu'un conducteur d'engin gagne 500 000 par mois, ceux qui conduisent les bulles, ceux qui conduisent les tracteurs, c'est un salaire des cadres. Donc, c'est là qu'il faut pouvoir intervenir, faire la formation. Il n'y a aucune école de formation pour ces gens-là, pour ces machinistes. Il faut travailler là-dessus. Et si nous travaillons là-dessus, nous allons pouvoir insérer beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Au lieu qu'ils viennent jusqu'à l'université, ils n'ont pas forcément vocation à faire l'université. Ils peuvent être
faire autre chose. Et je vais vous donner un chiffre qui me semble, qui reste à vérifier. Je crois que sur 100 enfants qui rentrent en classe de CP1, il n'y a que 13 qui arrivent à l'université. Où sont les autres? Où ils sont? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a beaucoup de déperditions. Oui, ils n'ont pas à être à l'université. Oui, mais il faut justement, mais je vous repasserai voilà, la parole. où ils passent, où ils sont effectivement. Voilà. S'ils ne sont pas à l'université, bon, voilà, c'est qu'ils sont sortis du système, certains. Monsieur Nda. Oui, tout à l'heure, je disais que moi, quand on publie les résultats, c'est vrai, on dit que les résultats aux examens sont très faibles, mais nous, en tant que techniciens de l'éducation nationale, on ne panique pas. On ne panique pas, tout est dans l'orientation. Les enfants ont des compétences, les enfants sont intelligents, mais souvent ils ne sont pas orientés dans la bonne filière. Tout à l'heure, je parlais de tricherie. Les enfants, on n'encourage pas la tricherie. Mais quelquefois, quand vous prenez un enfant en train de tricher, et que vous questionnez, c'est un enfant qui est très intelligent, mais pourquoi il triche? Mais nos enfants aujourd'hui sont des enfants qui sont en éveil, grâce au TIC, grâce au TIC, et puis au numérique. Ils sont très en éveil, ils arrivent à 13 ans, 14 ans, avec l'esprit éveillé. Et je vous dis que moi, j'ai fait le lycée classique, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, les enfants apprennent plus vite que nous. Ils apprennent plus vite. Parce que depuis la tendre enfance, ils sont en côté le numérique, les jeux numériques, et qui développent leur capacité de raisonner. Ça, ils ont. Maintenant, nous, il faut créer les filières pour orienter chaque enfant dans son domaine. C'est ça qui fait l'échec. C'est ça qui fait l'échec. Il faut orienter l'enfant dans son domaine. Et puis, il faut faire prendre conscience à l'enfant de son avenir, créer des sources de motivation. Voilà. Je m'arrête là pour l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, les lycéens du classique s'appellent toujours les Caïmans? Oui. Ils sont toujours fiers de porter ça? Ils sont toujours fiers de porter les Caïmans. Parce que nous, on a l'impression que c'était, quand nous, à notre temps, qu'ils étaient très fiers de s'appeler les Caïmans. Mais ils sont fiers. Et puis là, nous sommes en train de créer la fondation pour le lycée classique. Hein? Donc, vous allez voir que d'ici 1 an, le lycée classique aura les moyens pour encourager l'excellence, grâce à tous ceux qui sont passés par le lycée classique et qui sont en Europe, aux États-Unis, etc. C'était ça le but de mon commentaire, c'est de dire que est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous les suivez? Parce que au niveau du CEP, on en a qui sortent du système général. Au niveau du bac, il y en a qui partent ailleurs, qui vont à l'université. Est-ce que vous avez... Moi, je cherche vraiment des éléments concrets. Qu'est-ce que vous avez en place aujourd'hui pour savoir ce que sont devenus ceux qui n'ont pas eu le BEPC? Vous pouvez me dire non, c'est pas grave, mais la question est quand même posée. Et pareil pour le bac. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour les suivre? Parce qu'avant, ils étaient fiers d'être caïmans. Donc aujourd'hui, ils peuvent vouloir revenir et voir ce qui se passe. C'est arrivé avec Ayam Sokro. Parce qu'ils étaient tous très tristes de voir que leur lycée tombait en désuétude et qu'ils avaient besoin de revenir, de s'associer pour accompagner cette œuvre-là. Parce que j'ai l'impression, dans des échanges que nous avons, que c'était un peu mieux avant. Et c'est ça qui me désole. Nous, on essaye de se projeter et de dire comment est-ce qu'on réinvente. Mais quand là, je viens de vous écouter tous les deux, c'est comme si avant, il y avait tellement des choses que nous arrivions à faire et nous devons... Mais oui. donc avant... Pas forcément. Mais je voudrais dire aussi que faisons attention, ne jugeons pas nos enfants aujourd'hui par rapport à notre époque. Il faut faire attention. Bon. Monsieur Diop, justement, est-ce que vous pouvez nous accompagner dans tout ça? Parce que l'UNESCO, justement, fait des belles choses en Côte d'Ivoire. Quelles sont les perspectives pour vous de l'éducation en Côte d'Ivoire et quelle est votre participation concrète? Merci beaucoup pour cette question. On se rend compte que les sociétés ont très vite évolué. Il y a eu beaucoup de défis. Donc on a eu des défis liés au climat, on a eu des défis liés à la santé, donc tout ce qui était Covid-19, les crises de l'apprentissage, donc des enfants qui complètent le primaire et qui ne savent pas lire et écrire, ni parler français et résoudre des problèmes. Donc toutes ces crises-là, parce que tout simplement l'école ne s'est pas
réinventé. On est resté vraiment dans la nostalgie de ce qu'on savait faire et bien faire. Mais sauf que ce qu'on savait faire et bien faire, c'était par rapport à une époque. Et que cette époque-là n'existe plus. Et cette époque, peut-être, est révolue. C'est pour ça que je me réjouis de partager ce panel avec deux acteurs. Le professeur Diabaté insiste sur le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent. Il y a une pression démographique, la massification. Et quand j'entends aussi M. Ndalé, il explique que les enfants sont, et ça je m'en réjouis, les enfants apprennent beaucoup plus vite et ils sont confrontés à beaucoup d'équations, de problèmes à résoudre dans la vie. Parce que tout simplement, un enfant de 2023 et un enfant de 1960, on ne peut pas les comparer. L'enfant de 1960 avait une seule source d'information qui était son enseignant. Mais l'enfant de 2023, aujourd'hui, il va sur Internet, il a un smartphone, il est confronté à des choses de la vie. Donc, ce n'est pas pareil. On ne peut pas comparer ces deux époques. Donc, ce qui marchait forcément en 1960 ne marchera plus actuellement. C'est pour ça que l'UNESCO amène beaucoup de pratiques, donc de bonnes pratiques. Mais j'aime bien le mot pratique. Ce qui se fait ailleurs, dans quel contexte ? Pour que le contexte puisse inventer sa propre pratique qui est adaptée. On parle de massification de l'enseignement supérieur, mais moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'on professionnalise l'enseignement supérieur. Des académiques, on en a assez, et je pense que le nombre il est bien suffisant. Peut-être qu'il faut réduire et donner la place à beaucoup plus de professionnels. Comment on fait ça ? Il faut aller vers des filières professionnelles, master pro, licence pro, des BTS, des techniciens, et puis orienter le flux d'apprenants qui rentrent dans le système général de l'éducation, peut-être faire un pourcentage, un ratio. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle parle de 70-30. Garder 70% des effectifs dans l'enseignement général et dévier les 30 autres % pour qu'ils aillent dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je pense que c'est une première étape qui est certainement intéressante. J'ai eu la chance, parce que j'ai beaucoup appris quand j'ai été basé là-bas, d'être basé en Inde et d'avoir eu le système éducatif là-bas pour l'UNESCO. L'Inde, actuellement, est en train de faire une politique de 50%, 50%, parce qu'il y a une pression démographique qui est telle que la jeunesse qui est là-bas doit être qualifiée. Et il y a beaucoup de secteurs qui doivent se développer. Donc, les perspectives, elles sont là, et ça a été repris dans les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, où il y a eu 42 réformes qui ont été proposées, et je me réjouis que ça a été validé hier en Conseil des ministres, donc je pense que c'est un grand bravo au ministère de l'Éducation nationale, mais vous verrez que ces 42 réformes sont des leviers de transformation, parce qu'on parle de transformation du secteur de l'éducation maintenant, et on va vers l'individualisation des processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on arrête peut-être de faire des offres qui parlent de sciences économiques et sociales, qui parlent de langue étrangère appliquée ou telle ou autre chose, mais qu'on laisse beaucoup plus le choix aux individus, aux apprenants, de faire leur parcours d'apprentissage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a des pays les pays nordiques ont déjà mis en place ce qu'on appelle les bite-sized apprenticeship. Vous prenez une pièce de puzzle, donc toutes les pièces qui sont là, c'est comme si on disait que le master, c'est cette pièce de puzzle. Donc, toutes les pièces qui sont dedans constituent une pièce de ce diplôme-là. Donc, la personne a tout à fait la latitude d'aller apprendre X, Y ou Z et après les mettre ensemble pour réclamer un diplôme. Donc, on va vers aussi, on parle de portefeuille de certification et de qualification qu'on peut capitaliser et après demander l'obtention d'un diplôme. C'est un système qui fonctionne bien au Canada.
un système qui fonctionne bien au Canada. Et le blockchain aussi, la technologie de blockchain nous aide beaucoup à mettre ça en place. Et donc, voilà le monde où nous vivons. On parle d'intelligence artificielle, on parle de beaucoup d'autres choses. On s'est rendu compte, quand il y a eu la Covid et qu'il y a eu les confinements, que l'école était sortie des infrastructures. Donc, l'école est sortie des murs de l'école et l'apprentissage continuait au-delà de l'école. Donc, il y a une nouvelle dimension qui s'impose, c'est la dimension qu'on appelle le parenting. Donc, si l'enseignant n'est pas là, il facilite quand même l'apprentissage, mais c'est aux parents de prendre la relève et de pouvoir continuer ce que l'enseignant a commencé. Ça passe par quoi? Vous m'excusez, hein, donc je fais partie de la nouvelle école. Il a parlé d'approche par les compétences, mais moi je suis foncièrement contre les approches. Il y en a un autre qui va me parler de pédagogie par objectif, il y a quelqu'un d'autre qui va me parler d'approche par les situations, et l'autre par approche par les compétences. Mais pourquoi on ne donne pas toutes ces approches-là à l'enseignant, de telle sorte que s'il est devant une situation, qu'il puisse faire appel à une certaine approche. Et ça se fait. Ce n'est pas des choses qui sont chères. Ce n'est pas des choses qui ne sont pas impossibles à faire. Ça se fait dans d'autres pays. L'enseignant doit comprendre maintenant qu'il n'est pas la seule source d'information, mais plutôt un facilitateur de l'apprentissage. Et donc voilà des choses qu'on a voulu contribuer dans le processus des EGENA. Et voilà des choses que la professeure Maria Toukoné applique dans les leviers de transformation. Et nous avons donné à la Côte d'Ivoire une place de choix dans le sommet mondial sur la transformation de l'éducation qui s'est passé à New York, au siège des Nations Unies, durant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République s'est engagé. La jeunesse ivoirienne a fait le voyage avec la ministre de l'Éducation et a porté sa voix pour dire « nous voilà l'éducation que nous voulons, voilà comment est-ce qu'on se projette ». Je pense que si on veut faire des politiques inclusives, il est tout à fait important, non seulement qu'on écoute les parents d'élèves, mais qu'on écoute les élèves qui sont dans les salles de classe, qu'est-ce qu'ils veulent, mais pas tomber dans la tradition qui était de donner effectivement à l'enseignant ce rôle et les éducateurs. Merci. Voilà. Merci. Je souhaiterais que vous puissiez peut-être nous donner les 5 réformes, recommandations saillantes sur les 42. Malheureusement, nous ne pourrons pas les entendre toutes, mais juste avant, ma dernière question qui est pour vous tous, hein, juste une réponse en 30 secondes chacun, sur la formation des enseignants. Parce que c'était ça ma dernière question, parce que oui, les apprenants, on en a parlé beaucoup, mais les enseignants, et j'ai bien entendu votre commentaire sur la place qui ne devrait plus être centrale, forcément, mais elle restera importante. Donc, que ce soit l'enseignant parent ou l'enseignant professionnel, c'est une question qui me semble extrêmement importante d'avoir des enseignants d'un certain âge qui ne sont peut-être pas eux-mêmes adaptés aux nouveaux outils pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir détecter les besoins des apprenants. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait pour ça par l'UNESCO et localement également? Et ensuite, je passerai la parole s'il y a des questions dans le public. Voilà. Donc, peut-être les 5 sur les 42 et puis la formation des enseignants. D'accord. Je me rappelle plus spécifiquement des 42 réformes qu'il faudra faire, mais je peux donner peut-être quelques lignes qui ressemblent pas mal de réformes. Dans ces réformes-là, on trouve effectivement la formation des enseignants, mais bon, je dirais beaucoup plus la professionnalisation des enseignants. J'explique. Juste dans certains pays, dans plusieurs pays, quand on parle des médecins, on parle de l'ordre des médecins. Quand on parle des avocats, on parle de l'ordre des avocats. Les architectes, pareil. Donc, c'est des corps de métiers qui sont très bien encadrés et qui ont des standards et des normes de fonctionnement. L'idée, c'est d'aller vers la professionnalisation de la fonction enseignante. On n'a pas dit qu'ils vont être un ordre des enseignants, mais en tout cas avoir des enseignants qui sont des professionnels, qui ont une profession avec une carrière qui est déclinée en différentes étapes. Donc la profession enseignante, réforme là-bas. Une autre réforme qui va concerner aussi, et c'est lié à l'enseignant, au curriculum, donc au curricula. Donc
qu'est-ce qu'on met dans les programmes d'enseignement? Est-ce qu'on continue à apprendre l'histoire et la géographie et tout ce qu'on apprenait il y a 50 ans et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met dans les programmes d'enseignement? Il faut savoir que le curriculum est comparable à la constitution d'un État par rapport à la démocratie. Ce que la Constitution vaut par rapport à la démocratie, c'est ce que le curriculum vaut pour l'éducation d'un pays. Donc il faut définir son citoyen, le projeter dans le temps, et à partir de ce citoyen que nous voudrions avoir, décliner maintenant comment est-ce qu'on va le former. Et sur ça, il y a des aspects qui sont universels. Ces aspects universels-là, UNESCO travaille avec le gouvernement. On va dire que 70% d'un curriculum va être universel, mais les 30% qui restent, c'est lié à la souveraineté de l'État, aux valeurs culturelles, aux réalités locales, et ça, c'est le gouvernement qui le fait. Mais maintenant, les 70 autres %, on peut parler de l'éducation à la citoyenneté mondiale, on peut parler d'éducation au développement durable, on peut parler du changement climatique, on peut parler de l'histoire générale de l'Afrique, apprendre les autres pays africains, les Cheikh Anta Diop, Kizerbo, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les 70 autres %. Et aujourd'hui, nous travaillons d'ailleurs, nous avons déjà commencé, nous n'avions pas attendu que ce soit validé. Nous formons les cadres qui conçoivent les programmes éducatifs ici en Côte d'Ivoire sur les contenus qui peuvent vraisemblablement transformer l'apprentissage. Donc, je parlais de la fonction enseignante, du curriculum. Il y a aussi la pédagogie. La pédagogie pour amener à beaucoup plus de collaboration. C'est-à-dire, on est plus centré sur lui, il a des notes excellentes et que lui, il ne fait pas bien ce travail, mais l'esprit de groupe. Comment est-ce qu'on les met en groupe pour que la personne qui est très douée et la personne qui l'est moins, qu'ils puissent collaborer et avoir des projets en commun. Donc ça aussi, c'est carrément un changement de paradigme qui prendra du temps. J'en suis à 3. Bon, je pense que ça, c'était les principaux. Après, c'est le système d'information et de gestion de l'éducation, générer les statistiques qui vont permettre d'avoir du quantitatif et du qualitatif, les acquis de l'apprentissage qui sont corrélés avec le quantitatif. Il n'y a plus de problème d'accès à l'éducation. On accède à l'éducation nationale et publique. Il n'y a plus ce problème-là. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que les enfants vont à l'école, mais n'apprennent pas vraisemblablement. Donc, c'est le qualitatif. Comment est-ce qu'on va corréler les deux? Donc, voilà ce que je peux dire. Merci. Professeur? Au niveau de l'enseignement supérieur, il faut dire une chose, c'est la seule chose qui guide, c'est que c'est le diplôme. Voilà, il n'y a pas de formation du formateur. Voilà, vous avez le doctorat unique aujourd'hui. À partir de là, vous êtes assistant, maître assistant. Et ceux qui vont au CAMES pourront être professeurs de rang. Voilà, donc, en réalité, il n'y a pas ce cursus-là qui définit clairement, qui dit, bon, écoutez, vous devez faire la formation comme ça se fait dans le secondaire où il y a l'ENS qui fait la formation des enseignants. Il y a une école doctorale qui va être créée. J'en parlais avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Et dans le cadre de cette école doctorale-là, bien sûr, il y aura la mise en place de la pédagogie, etc. Parce qu'on peut être docteur en tout, mais si vous n'avez pas la pédagogie, le message ne passe pas. Je vais vous laisser une dernière chance de nous dire qu'il y a de la formation continue et de la mise à jour. Oui, il y a la formation, mais on bute souvent sur des choses qui sont un peu difficiles. Vous savez, il y a des enseignants qui ont un certain âge et qui n'acceptent pas certaines choses, qui, par exemple, tout ce qui est volé, cours par visioconférence, parce qu'on veut le faire, mais il y a un certain blocage à ce niveau. Mais le temps permettra de résoudre tous ces problèmes-là, parce que la formation est sortie des salles, comme l'a dit M. Diop. Aujourd'hui, c'est la formation à distance à travers un certain nombre d'outils qu'on essaie de mettre en place.
Donc c'est peut-être le renouvellement de la classe enseignante, c'est ce que vous ne voulez pas me dire? C'est ce que je n'ose pas dire parce que pour ne pas frustrer certains de mes collègues. Voilà, on y va, on avance, etc. Il faut qu'ils prennent sous la coupe parce qu'ils ont la connaissance théorique, ils ont des assistants, ils ont des gens qui le couvrent et à partir de là, je crois qu'on y arrivera. On va travailler là-dessus. C'est peut-être l'un de nos sujets parce que nous venons bien de dire que la connaissance historique n'est peut-être plus adaptée à nos besoins économiques et sociaux aujourd'hui. Mais on ne va pas... On ne va pas aborder cette question, mais j'avoue que c'est quand même un point important. Les curricula doivent être révisés parce que, bon, il faut réformer beaucoup de choses. Il y a des contenus qui sont un peu vides. Quand vous prenez le BTS, ils ont 1500 heures. Souvent, vous êtes obligé de les faire venir les dimanches. Bon. Voilà, il y a la réforme du BTS en cours. Il y a aussi, hier, la loi sur l'enseignement supérieur qui est passée au Sénat. Tout cela va concourir à corriger un certain nombre de choses. Et puis, un élément fondamental, c'est la recherche. On n'est plus dans les facultés, on est dans les UFR, des unités de formation de recherche. Et nous travaillons vraiment à ce sujet-là. Que ce soit dans le privé ou dans le public, il y a une grande évolution qui est en cours. Merci, professeur. Monsieur Nda? Oui, je disais que, contrairement à monsieur Diabaté, professeur Diabaté, au niveau du secondaire, on a développé dans ce dernier temps la formation continue. Il y a IFADEM, par exemple, pour ne citer que IFADEM, qui est l'initiative des maîtres de formation à distance. On a commencé dans le primaire et c'est étendu depuis 3 ans dans le secondaire. Donc les professeurs se forment maintenant continuellement aux nouvelles méthodes aux nouvelles méthodes pédagogiques que leur impose notre ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est une formation continue. Et donc ça permet d'ajuster chaque fois. Voilà. Alors qu'avant, un professeur, il vient, il fait ses 40 ans, il n'a même pas une seule petite formation. Aujourd'hui, c'est différent. Voilà. Donc au niveau qualitatif, il y a un changement. Mais il y a aussi le niveau quantitatif. Parce que nous avons comme l'impression que le métier d'enseignant n'attire plus beaucoup. Parce que moi, je suis proviseur d'un lycée d'excellence, mais j'ai un manque d'enseignants. Je n'ai pas assez, et il n'y en a pas. Ça, c'est un problème. Donc, c'est un problème. Bon, je ne sais pas comment dire, mais c'est un gros problème, et c'est l'État qui doit s'employer à faire en sorte que le métier soit plus attractif. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Je ne sais pas, nous sommes sur la fin du panel. Je vois qu'il y a une question, 2 questions, 3, 4. On va s'arrêter là, parce que nous avons déjà épuisé le temps qui nous était imparti. Donc, Monsieur Zézé, et j'aurais, s'il vous plaît, 3 autres questions dans la salle. Donc, peut-être préparez-vous avec les micros. Merci infiniment, Kadi. C'était un excellent panel. Dommage que la ministre de l'Éducation ne soit pas là, parce qu'en réalité, je crois qu'à la fin de la journée, la stratégie de l'éducation en Côte d'Ivoire est la responsabilité de l'État. Et donc, je trouve assez dommage que ni elle, ni un représentant de son cabinet ne soit là. Mais bon, je suppose qu'elle a ses raisons. Ceci dit, je crois que tout se résume à ça, à mon avis. C'est peut-être plus un commentaire qu'une question. C'est quelle école pour quel élève et étudiant dans quel environnement? Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. L'adéquation entre la pédagogie, l'approche et la pédagogie, l'approche et d'ailleurs la méthodologie qu'on va utiliser dans l'enseignement et le type qui est adapté au type d'étudiants, d'élèves et de l'évolution de l'environnement. Il y a peut-être aujourd'hui des curriculums qui sont même plus importants et qui ne sont pas adaptés à cet environnement-là. Nous sommes dans des pays sous-développés qui essaient de se développer. On ne met pas vraiment l'accent sur des curriculums qui sont adaptés au niveau de développement où nous sommes, et nous allons vouloir copier, coller des curriculums qui viennent d'environnements qui sont complètement différents et qui ne correspondent pas à la réalité. C'est pourquoi je crois que
Quand j'ai fait ma présentation ce matin, vous avez vu, l'éducation nationale est une priorité dans ce pays. Quand vous regardez le budget qui est alloué, c'est peut-être le plus gros budget, le plus gros poste budgétaire. Mais vous avez vu également les résultats. Ils ne sont pas faibles, ils sont catastrophiques. Et donc, à un moment donné, il faut se poser les questions. Ce n'est pas le budget, mais comment est-ce que on arrive à un moment donné à s'asseoir et de dire, écoutez, depuis 10 ans, depuis 15 ans, on a un budget extrêmement important pour l'éducation. Les résultats sont catastrophiques, mais on continue de faire la même chose chaque année. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se poser la question. Voilà. Donc, c'était un commentaire, mais peut-être si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Il y a d'autres questions, mais je dirais quand même que nous avons parlé effectivement du contenu du curriculum. Nous sommes à 70-30, l'Inde a fait 50-50. Il y a une évolution qui est possible. Et je dirais quand même que selon les chiffres qui ont été montrés ce matin, le taux d'alphabétisation, il y a quand même eu une amélioration sur ces dernières années-là avec les fonds qui ont été mis à disposition pour l'éducation. Donc on peut quand même se satisfaire d'une évolution. Qui est-ce qui a le micro ? Allez-y, monsieur. Donc, merci déjà aux panélistes. Ma question concerne le contenu même de l'éducation, du système éducatif. Bon, ça reste une remarque personnelle. Nous avons l'impression que le résultat de l'enseignement supérieur reste de la main-d'œuvre. Et je crois que Mme Coulibaly en a touché. Est-ce qu'il est possible de mettre dans le contenu du système éducatif des modules qui peuvent permettre aux étudiants de devenir des créateurs d'emplois? Est-ce que, parce que, comme je le dis, ça reste une impression, ça reste un engagement personnel. Moi, je crois que le produit ou le résultat du système éducatif, de l'enseignement supérieur en particulier, ça ne reste qu'une main-d'œuvre. On ne crée qu'une main-d'œuvre, une main-d'œuvre et une main-d'œuvre. Et il n'y a pas de module concret dans le système éducatif qui permet à la jeunesse d'être déjà préparée à devenir des créateurs d'emplois. Parce que pour moi, un entrepreneur, tu dois d'abord l'être avant de le devenir. Merci. Je ne sais pas si ma question est bien comprise. Oui, merci. Et je pense que le professeur Diabaté y avait déjà un peu répondu. Oui, j'avais déjà répondu. Mais il va revenir rapidement. En réalité, tout le monde n'est pas né entrepreneur. Il y a aussi une culture, il y a des compétences de base. Et ensuite, il y a la formation. Et en tant qu'entrepreneur, un entrepreneur a besoin de personnel. Donc tout le monde n'a pas de vocation à être propriétaire d'entreprise. Il faut bien des personnes qui, elles, ont ce talent-là, ces capacités-là de pouvoir travailler pour des créateurs d'entreprises qui ont à la fois le financement, la résilience, parce qu'il n'est pas de tout de créer une entreprise, il faut la faire vivre, la pérenniser. Et bon, c'était pas à moi de répondre, mais je vais... Oui, professeur, je reviens là-dessus. Oui, allez-y. Bon. Et il a dit une chose, il a dit que bon, tous les cours que nous faisons, il y a des cours d'entrepreneuriat, quelle que soit la filière. C'est vrai que ces cours ne sont pas suffisants, mais déjà on fait des initiations à l'entrepreneuriat. On a dit que ce n'est pas tout le monde qui a vocation pour être entrepreneur. Et j'ai entendu la dernière fois le discours à la nation du président, il va donner 1 milliard par jour pour la jeunesse. C'est pour faire quoi? C'est pour créer des entreprises. Mais ceux-là même, là, pour qui on veut faire ça, il faut qu'ils soient prêts. La plupart ne sont pas prêts. Et la plupart veulent voler de leur... Ils veulent aller seuls. Si moi j'étais ministre de la Jeunesse, je m'excuse, comment on appelle le ministère de la Jeunesse, voilà, qui aura ce dossier, aucun dossier individuel ne peut être traité. Mettez-vous en groupe. Et puis il y a un phénomène important, c'est le leadership. Ce n'est pas tout le monde qui peut commander. Il faudrait que vous vous mettiez ensemble. Et puis bon, le choix de celui qui doit diriger et que ce soit accepté. C'est pourquoi j'ai parlé de notion de... cette notion fondamentale qui existe, l'acceptation de l'autre dans l'entreprise, qui est une des fondamentales, la notion d'intuitu personnel, de qualité, d'accepter l'autre. Et ça, c'est important. Si vous n'êtes pas en groupe, vous ne pouvez pas prospérer. Et puis, ce n'est pas en donnant 1 million à des gens qu'on peut créer des entreprises. Merci. 1 million fois 10, ça fait 10 millions, ça peut créer une entreprise. Merci. Monsieur, vous avez Mossadegh Bali disait très récemment que ça fait 40 ans. C'est le président du groupe Azalaï. Ça fait 40 ans
qu'il travaille et qu'il est dans ses affaires, et on entend parler de lui que très récemment, et qu'il est passé par beaucoup de vagues et de tourments avant qu'on entende parler de lui. Allez-y, monsieur. Alors, merci. Oui, allez-y, on vous entend. Ok, merci aux différents panélistes. Et on vous entend avec le micro également. Allez-y. Ok, merci. Je disais merci aux différents panélistes et merci aussi au président Zézé. L'éducation, comme vous le savez, vous l'avez dit, l'éducation est primordiale. Et j'étais moi-même surpris lors d'une intervention du président de la Banque mondiale, M. Malpass, qui disait que le système éducatif d'un pays rentre en ligne de compte dans l'octroi des prêts qu'ils font aux différents pays. Pourquoi? Parce que après, ce sont ceux qui sont formés qui vont œuvrer au remboursement des différentes dettes. Donc, la qualité de l'enseignement, la qualité du système éducatif est plus que primordiale. C'est même le plus important. Tout à l'heure, le proviseur du lycée classique a dit qu'il était confronté à un problème d'enseignants, si je me trompe. Ma première question, c'est de savoir si, en tant que personne de terrain, est-ce qu'ils ont fait des propositions au ministère? Est-ce qu'ils ont déposé sur la table du ministre de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'ils ont déposé des propositions concrètes? Parce que très souvent, nos ministres sont pris entre deux avions et ils n'ont pas le temps. Est-ce que vous, monsieur le proviseur, vous avez des propositions? Sinon, on pourrait ensemble réfléchir dessus. Parce que le lycée classique est le fleuron de l'éducation nationale. Ma deuxième préoccupation, c'est liée au système qui veut introduire l'outil numérique dans l'éducation. Moi, je suis, à mon humble niveau, je ne suis pas pour. Je vais vous dire pourquoi. Je suis consultant en accompagnement éducatif. J'aide certaines familles à pouvoir relever le niveau de leur progéniture. Je me rends compte que, nous nous rendons compte que les enfants ont un problème pour écrire. Ça peut sembler très très primaire, mais ils ont un problème pour écrire parce qu'ils sont à chaque fois sur les ordinateurs, sur les téléphones portables. Et si l'on veut donner des cours à ces enfants-là ou à ces jeunes-là qui ne savent même pas écrire, qui n'ont pas une écriture lisible, si nous voulons utiliser le numérique à un certain niveau, ça risque d'être un échec, un véritable échec. Ce que nous proposons, il faut que l'enseignement, comme nous l'avons connu, comme vous l'avez connu, soit d'actualité, ici en Afrique, pour ma part. Il faut que ce soit d'actualité. Merci. Merci. Je pense qu'il y a une dernière question. Je ne pourrais pas prendre toutes les questions, malheureusement, dans la salle. J'en avais compté 4, je m'excuse, messieurs. Il y en a juste une dernière, là. OK. Bon, allez-y, madame. Bonsoir à tous. Allez-y, madame. Allez-y, madame, je vous écoute. Bonsoir à tous. Je suis Franck Assassi Kouadio. Je suis économiste et économètre junior, fraîchement sorti du CERAP, Université Jésuite. Je voudrais poser ma question. Sur la capacité des étudiants, des enseignants vis-à-vis des étudiants à être eux aussi notés. Je me suis rendu compte pendant mon cursus que l'étudiant à chaque fois l'enseignant évalue l'étudiant pour connaître son niveau.
Mais lui-même, en tant qu'enseignant, il ne se remet pas en cause quant à sa capacité à transmettre son savoir aux autres. Et j'ai longuement payé les frais sur certains cours qui étaient essentiels parce que pourquoi est-ce qu'on n'implanterait pas en Côte d'Ivoire un système éducatif qui permettrait aux apprenants de pouvoir eux aussi noter les enseignants de sorte qu'on puisse leur faire relever leurs points forts et aussi leurs faiblesses. Je vous remercie. Merci, merci monsieur. Je vais vous passer la parole, monsieur. Sur les deux questions, vous voulez réagir sur les deux questions, monsieur Diop? Oui, très rapidement, je vais réagir rapidement. Je vais aller tout de pointe, comme on dit. Donc, monsieur qui est consultant pour aider les enfants pour qu'ils élèvent leur niveau. Vous trouvez du travail justement parce que l'école ne fait pas son travail. Donc, si l'école marche et que les résultats d'apprentissage sont rehaussés, je pense que vous devriez vous reconvertir dans d'autres missions. Donc, et la seconde partie de votre question, c'était de dire que vous n'êtes pas pour l'utilisation du numérique par ces élèves-là, parce qu'ils ne savent plus écrire. Moi, je vous demande, est-ce qu'ils ont besoin de savoir écrire? Ils peuvent taper, parce que c'est ça leur monde, c'est ça le monde de demain. On ne va pas leur priver de ces outils-là et de pouvoir manier. C'est les deux réponses que j'avais. Merci. Oui. Vous voulez réagir sur ces deux questions? Oui. Moi, je voudrais très rapidement. Je voudrais très rapidement faire remarquer que la réussite d'un enfant résulte de plusieurs facteurs, dont certains ne dépendent pas du ministère de l'Éducation nationale. Lorsque la plupart des écoles, des écoles publiques secondaires, on est autour de 80-85 élèves par classe. Moi, j'étais dans une école, je dirigeais une école, je ne vais pas citer, il y avait 80 élèves en classe. Et on m'a affecté encore beaucoup plus d'élèves. Donc, je suis allé voir le maire. Je lui ai dit, mais écoute, on ne peut plus continuer. Il faut nous construire des salles de classe. Il m'a dit, il a tiré un document. Il m'a dit, regarde, le nombre de naissances par mois déclarées, ça dépasse déjà ton école. Donc, tu vas avoir plus de problèmes que la dernière fois. Viens, on va prendre un café. C'est pour dire que, donc, il y a cela. Moi, je suis au niveau de la carte scolaire, lorsqu'on fait la carte scolaire. Quelquefois, on dit, bon, on va prévoir une école dans 3 ans. Mais lorsqu'on construit l'école, on est déjà dépassé par la population. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi ce que nous remarquons, c'est que si, je ne sais pas de quel ministère il s'agit, mais si le ministère du Plan du Développement ne prévoit pas à chaque lotissement une école pour rapprocher l'enfant de son lieu d'école, et que l'enfant doit faire 15 km pour venir, comme au lycée classique, ils viennent de Yopougon, ils viennent de Gonzague, ils viennent de machin, mais c'est compliqué, l'environnement devient difficile. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui s'imbriquent, qui fait que les enfants qui contribuent à la réussite scolaire. Donc je disais tout à l'heure, M. Zézé disait que, c'est pour répondre à la question, qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la réussite scolaire. Il n'y a pas seulement que le volet pédagogique. Merci, M. Nda. Merci. Nous avons une question d'un internaute qui rejoint un peu la question sur la notation des enseignants. Quelles sont les approches les plus efficaces pour assurer la qualité de l'éducation et évaluer la performance du système éducatif? Et je vais vous passer la parole, professeur. Ça vous permettra de répondre à la question sur la notation des enseignants. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais dire à l'intervenant que moi, j'ai eu comme doyen le professeur Vaudier, Francis Vaudier en 82. Quand j'étais enseignant, je suis assistant. En ce moment-là, il demandait aux étudiants de nous noter et on était notés. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça dépend des structures, mais le professeur, je dis souvent à mes collègues, lorsque vous notez un étudiant, vous vous notez vous-même. Parce que si l'étudiant a une mauvaise note, soit l'étudiant est mauvais, soit votre pédagogie ne passe pas. C'est ce que nous devons retenir.
C'est des systèmes qui existent et qui existent dans beaucoup d'établissements. Bon, je ne citerai pas d'établissements ici qui le font. Il faut peut-être généraliser le système. Je voulais rebondir également sur la question d'intervenants qui disaient pas d'éthique dans l'enseignement. Le monde a évolué. Vous voyez, en 85, 80, dans les années 60, je ne sais pas, 65, le président Houphouët avait créé l'éducation télévisuelle. Il a eu tort d'avoir raison trop tôt. Voilà, c'était ça. Il était trop en avance sur le temps et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est l'éducation télévisuelle que nous voyons aujourd'hui sur une autre forme. Voilà, le monde a évolué. Il faut tenir compte de cette évolution-là. On ne peut pas être dans un carcan, dire que l'enfant doit apprendre à écrire. S'il n'y avait pas ces outils-là, on aurait eu des années blanches en 2020 lorsqu'il y a eu la Covid. Le monde évolue énormément. Merci. Voilà. Monsieur Diop, est-ce que vous pouvez nous donner quelques approches les plus efficaces que vous avez vues justement dans les différents pays que vous avez exercés, que vous avez supervisés? Oui, merci madame. Je pense que c'est comme le professeur a expliqué, c'est des approches qui sont intégrées dans les établissements pour mettre en place un système de feedback sur la pédagogie ou l'enseignement qui est reçu par les apprenants. Mais à un niveau système, un niveau institutionnel et gouvernemental, donc le PASEC que j'avais cité a créé maintenant une évaluation des enseignants par les pairs et par des... C'est comme des examens où on donne un sujet, et les enseignants eux-mêmes vont devoir répondre et passer ces examens-là. Et donc ça permettra d'avoir ce feedback, mais l'approche qui est pratiquée dans beaucoup de pays, c'est d'avoir ce qu'on appelle la recherche-action, qui est imbriquée dans le travail des inspecteurs d'académie, qui suivent bien sûr les enseignants qui sont dans les salles de classe, et pour ramener ce feedback-là dans la formation continue. Mais ça suppose que la formation continue aussi est coordonnée et administrée par le niveau central qui est le ministère, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les partenaires financent par rapport à ce qu'ils veulent que les enseignants apprennent. Bon, quelqu'un va venir parler de tout ce qui est sanitaire, WASH, je ne sais même pas comment dire ça, comment le traduire, WASH, Water and Sanitation. Donc il y a des partenaires qui sont impliqués, qui sont intéressés par les violences faites sur le genre. Il y en a d'autres qui sont intéressés la disponibilité des toilettes, ce genre de choses. Voilà. C'est ça? Okay. Et donc ce qui fait que l'enseignant fait ses formations continues, mais qui ne sont pas coordonnées par le ministère et qui ne sont pas financées par le ministère. Donc la coordination de ces partenaires-là et avoir ce feedback dans la formation. Et l'évaluation de la performance en général du système. La performance du système éducatif doit aller au-delà des acquis de l'apprentissage. Il y a aussi l'environnement et tout ce qui est extrascolaire et le rôle de la communauté dans la gestion même de l'éducation qui est un bien public. D'accord. Voilà. Madame, je ne peux arrêter sans vous passer la parole parce que vous êtes la seule dame à avoir levé la main. Donc souffrez du retard, je m'en excuse, mais allez-y. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Biljana Dabo, donc conseillère économique à l'ambassade des Pays-Bas. Donc nous, on fait un constat avec nos entreprises et organisations sur le terrain, c'est que comme il y a un gap en termes de compétences professionnelles, notamment dans les filières agricoles, que ce soit pour des postes de machinistes, ouvriers ou techniciens, ces entreprises se retrouvent en fait à faire elles-mêmes de la formation à ces jeunes, notamment pour favoriser l'employabilité. Ce qui se passe en fait, c'est que donc, chaque entreprise développe son curriculum, il y a un investissement qu'elle fait. Après, il y a aussi des problèmes de rétention du staff. Mais ce qui se passe, c'est que moi, ma question, c'est comment on fait pour centraliser justement toutes ces initiatives privées et faire en sorte, en fait, au niveau de l'éducation nationale ou bien supérieure, qu'il y ait une harmonisation et qu'en fait, on évite justement ces petites initiatives et on se retrouve vraiment à répondre à cette problématique de la massification. Merci. Je vais passer la parole à professeur Diabaté. Oui. Merci beaucoup. Ça, c'est une question importante. Il y a une semaine, il y a un gros éleveur de porcs qui m'a appelé. J'ai 10 000 porcs. Ben, je ne sais pas quoi faire. Je veux faire une école. Bon, ça répond un peu à ce que vous avez dit. Je crois qu'il faut une coordination. Il y a un comité de coordination qu'on appelle Task Force entre les 3 maillons de la chaîne de formation, mais qui ne fonctionne pas assez bien.
il faut pouvoir organiser cette cellule-là. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait, à travers ça, la mise en place de cellules de formation pour éviter ce genre de situation-là. Ou s'adresser, en s'adressant à cette cellule-là, l'information puisse passer et puis qu'il y ait des écoles de mise à niveau qui sont prises en compte par notamment le ministère de l'Enseignement technique, qui est mieux outillé pour pouvoir assurer cette formation-là, notamment toutes ces formations que vous avez citées. Donc une cellule qui existe, qui travaille dans ce sens-là, et qui informe, qui passe le message. Vous avez besoin de tractoristes, vous avez besoin de ça, voilà ce qu'il y a, vos besoins, et puis on transmet à cette cellule. Je rebondis rapidement là-dessus. J'ai un problème, moi, dans mon secteur. Je suis président d'une organisation interprofessionnelle. On a créé 30 usines. 30 usines, ça suppose qu'il faut au moins 40 personnes pour travailler dans ces usines. Les usines sont finies, il n'y a personne pour les faire fonctionner. Voilà. Je leur ai dit, on peut pas, la formation doit venir avant. Je le disais au directeur, enfin au responsable du ministère de l'Agriculture, sinon ces usines ne vont pas fonctionner. Vous allez avoir beau créer des usines, mais si vous n'avez pas les hommes pour conduire ces usines, vous n'allez jamais pouvoir y arriver. Il faut donc assurer cette formation-là et répondre à vos préoccupations. Et à la préoccupation de beaucoup de gens, parce qu'il y a des poches où on peut créer énormément d'emplois, mais malheureusement, bon, l'information ne passe pas, les gens sont obligés de se débrouiller seuls. Et c'est en cela que nous allons nous battre pour que la task force puisse marcher et que nous puissions aussi, au niveau de tous les 3 maillons, travailler pour qu'on puisse assurer et enfin, donner la chance à ceux qui sont là, qui veulent travailler dans ce secteur. Je vous remercie, monsieur le professeur Diabaté. Je pense que vous avez eu le mot de la fin. Nous avons beau avoir 7,2% de croissance de PIB et créer non pas 30 mais 5 000 usines. Si la formation ne suit pas et que nous n'avons personne pour travailler dans ces usines, notre développement économique ne sera pas, tout simplement. Et également, la formation et l'éducation sont gages de paix. Donc je vous remercie vraiment, mes chers panélistes, d'avoir tenu et d'être restés 7h30, mais je vais surtout remercier vous dans le public, parce que c'est vrai que nous sommes en retard, et je vous remercie de votre attention et de toutes les questions que nous avons eues, malheureusement auxquelles je n'ai pu donner voix, et je m'excuse aux 3 mains qui sont restées sans réponse. Vraiment, excusez-moi, messieurs. Et voilà, donc je pense que c'est la pause déjeuner. Merci beaucoup.